Tu mourras en prison. Un garçon de 10 ans condamné à vie après avoir tué sa mère. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. Le tribunal est tombé dans le silence lorsque Noah Carter, 10 ans, a été introduit. Sa petite silhouette, à peine visible au-dessus du bois poli de la table de la défense, créait une image qui entrait la nation pendant des années. Son uniforme scolaire bleu avait été remplacé par un costume gris qui pendait de ses épaules comme un vêtement trop grand. Quelqu'un avait tenté de coiffer ses cheveux blonds sable, mais un épi rebelle se dressait encore à l'arrière de sa tête. « Levez-vous pour l'honorable juge William Hargrove », annonça l'huissier, et la foule de journalistes, d'observateurs juridiques et de citoyens horrifiés se leva comme un seul homme. C'était Millbrook, Pennsylvanie. Population 24 000. Une ville où les voisins apportaient encore des plats cuisinés quand quelqu'un perdait son emploi et où le festival annuel de la récolte était l'événement le plus important de l'année. Ou du moins, c'était le cas jusqu'au matin où le corps d'Eleanor Carter fut découvert dans sa propre cuisine et son fils devint la plus jeune personne de l'histoire de l'État à être accusé de meurtre au premier degré. L'accusation peut commencer sa déclaration préliminaire, dit le juge Hargrove, sa voix portant le poids d'un homme qui savait que tout le pays regardait. Richard Donovan, le procureur de district, s'approcha du box des jurés d'un pas mesuré. Sa réputation de procureur qui ne perdait jamais une affaire le précédait, bien que beaucoup se demandaient pourquoi il avait personnellement pris cette affaire plutôt que de la confier à un adjoint. « Mesdames et messieurs du jury », commença Donovan, « ce que je vais décrire remettra en question tout ce que vous croyez sur l'innocence enfantine. » Des flashs d'appareils photo ponctuaient ces mots, malgré l'interdiction antérieure de photographie par le juge. Personne ne semblait vouloir faire respecter les règles. Aujourd'hui, les preuves montreront que dans la nuit du 17 avril, Eleanor Carter préparait le dîner quand elle a été attaquée par derrière avec un couteau de cuisine. Le médecin légiste témoignera qu'elle a été poignardée 9 fois. 9 fois, répéta-t-il pour les faits en levant 9 doigts. Noah fixait ses mains, soigneusement pliées sur la table. Il ne leva pas les yeux, même pas quand Donovan s'approcha et le désigna directement. Les empreintes digitales du défendeur étaient sur l'arme du crime. Des éclaboussures de sang compatibles avec le crime ont été trouvées sur son pyjama. Et quand la police l'a interrogé, cet enfant, ce garçon de 10 ans, n'a pas pu expliquer pourquoi il a été retrouvé agenouillé à côté du corps de sa mère, couvert de son sang. Devant le palais de justice, des manifestants des deux côtés s'affrontaient. Certains portaient des pancartes indiquant « Justice » pour Eleanor, tandis que d'autres proclamaient « Les enfants n'appartiennent pas en prison ». L'affaire était devenue un paratonnerre pour les débats sur la justice juvénile, la responsabilité parentale et la nature même du mal. Ce que peu de gens savaient, c'est que James Whittaker, un réalisateur de documentaires primés, avait déjà commencé à filmer des interviews avec les habitants de Millbrook. Son travail précédent avait conduit à l'exonération de 3 hommes condamnés à tort, et il s'était forgé une réputation pour trouver la vérité dans des cas où le récit officiel semblait trop parfait. « Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait », a déclaré Melissa Pierce, la babysitter de longue date des Carter, à la caméra de Whittaker lors de sa première interview. « Je dis juste que quelque chose ne va pas dans tout ça. Noah il a toujours été un garçon si doux. » À la fin du premier jour du procès, Noah fut emmené menotté, avec des menottes si petites qu'elles avaient dû être faites sur mesure. Il se retourna une fois, scrutant la salle d'audience comme s'il cherchait quelqu'un qui n'était pas là. Ses yeux, remarquablement secs pendant toute la procédure, se remplirent enfin de larmes. Ce que personne dans cette salle d'audience ne pouvait prévoir, c'est que cette affaire, apparemment si simple, allait se dénouer de manière à exposer des secrets que de nombreuses personnes puissantes avaient désespérément essayé de garder enfouis. Et tout commencerait par une seule question à laquelle personne n'avait pensé. Si Noah Carter avait vraiment tué sa mère, pourquoi n'avait-il jamais avoué une seule fois? Le deuxième jour du procès de Noah Carter a commencé par une bataille procédurale qui s'avérerait plus tard cruciale. Sarah Tanner, l'avocate commise d'office de Noah, s'est présentée devant le juge Hargrove
avec une requête pour supprimer l'entretien de police mené la nuit du meurtre d'Eleanor Carter. Votre honneur, mon client a été interrogé pendant 3 heures sans la présence d'un parent ou d'un tuteur. Il était en état de choc, couvert du sang de sa mère, et venait d'être témoin d'un événement traumatisant. Toute déclaration faite dans ces conditions ne peut être considérée comme fiable ou volontaire. Sarah Tanner avait 32 ans, 5 ans après l'école de droit, et n'avait jamais traité une affaire de meurtre. Le bureau du défenseur public était débordé, et elle avait tiré l'affectation que des avocats plus expérimentés avaient réussi à éviter. Le procureur Donovan s'est levé de son siège avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu dans cette salle d'audience. Le défendeur a reçu une version de ses droits, adaptée à son âge, votre honneur, il a indiqué qu'il comprenait. Les officiers pensaient qu'il pourrait avoir des informations cruciales pour trouver l'auteur du crime. Ils ne savaient pas qu'il était l'auteur jusqu'à plus tard dans l'entretien. Le juge Hargrove ajusta ses lunettes. L'entretien sera admis. Le jury peut décider quel poids lui accorder. James Whittaker, assis au dernier rang avec sa productrice, prenait des notes. Quelque chose dans le rejet rapide de la requête par le juge semblait répété. Le premier témoin de l'accusation était le détective Frank Reynolds, qui avait été le premier à interroger Noah. À la barre des témoins, il projetait une image d'autorité dans son uniforme impeccable et sa posture militaire. « Pouvez-vous décrire le comportement du défendeur quand vous êtes arrivé sur les lieux » demanda Donovan. Reynolds se pencha légèrement vers le jury. Il était calme. Inhabituellement calme pour un enfant qui venait de trouver sa mère. Il était assis à la table de cuisine, fixant ses mains. Et l'arme du crime? Un couteau de cuisine, 8 pouces, retrouvé sur le sol à côté de la victime. Les empreintes digitales du défendeur étaient les seules sur le manche. Quand Sarah Tanner a contre-interrogé Reynolds, son inexpérience s'est manifestée. « Détective, n'est-il pas vrai que les empreintes de Noah seraient naturellement sur les couteaux de cuisine dans sa propre maison? Pas dans la configuration cohérente avec une action de poignarder, conseillère, » répondit Reynolds avec un sourire crispé. Pendant la pause déjeuner, Whittaker s'approcha de Melissa Pierce, la baby-sitter, qui était assise seule sur un banc du tribunal. « Pourquoi êtes-vous ici tous les jours ?» demanda-t-il, son caméraman gardant une distance respectueuse. Ses yeux étaient cernés de rouge. « Je dois voir cela jusqu'au bout, pour Noah et pour Eleanor. Vous avez trouvé le corps, c'est exact? » « Oui, je suis arrivé tôt ce matin-là vers 6h30. Eleanor avait une réunion importante et je devais préparer Noah pour l'école. Elle tordait un mouchoir dans ses mains. La porte d'entrée était déverrouillée, ce qui était inhabituel. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Puis je suis allé à la cuisine et sa voix s'étrangla. Et Noah était là. Il était juste assis là, sans pleurer, sans bouger, juste assis à la table, regardant sa mère sur le sol. Elle secoua la tête. J'ai crié. Je pense que c'est à ce moment qu'il est sorti de l'état dans lequel il se trouvait. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois et a dit « Quelque chose est arrivé à maman ». De retour au tribunal, l'accusation a diffusé des extraits de l'entretien de Noah. La vidéo montrait un petit garçon en pyjama taché de sang, sa voix à peine audible tandis que le détective Reynolds l'interrogeait. « As-tu fait du mal à ta mère, Noah ?» Une longue pause. « Je ne sais pas. Tu ne sais pas si tu as fait du mal à ta mère? Je ne me souviens pas. Mais tu étais là quand elle a été blessée, n'est-ce pas? » Un hochement de tête. « J'ai besoin que tu dises oui ou non pour l'enregistrement. » « Oui, j'étais là. » « Et tu tenais le couteau? » Une autre longue pause. « Je pense que oui. » Ce que le jury ne voyait pas, c'est qu'entre ces questions, 30 minutes de conversation avaient été coupées au montage. Et ce que l'accusation ne savait pas, c'est que James Whittaker avait déjà déposé une requête pour obtenir l'enregistrement complet et non édité de l'entretien. Alors que Noah a été conduit hors de la salle d'audience ce jour-là, il passa près de l'endroit où Whittaker était assis. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le cinéaste décrirait plus tard ce regard non pas comme celui d'un tueur de sang-froid, mais comme le regard désespéré d'un enfant essayant de communiquer quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots. Ce soir-là, Whittaker reçut une clé USB dans une enveloppe ordinaire,
Pas d'informations sur l'expéditeur, pas de notes. Quand il l'a branché, il a trouvé un seul fichier vidéo, l'entretien complet et non édité de la police avec Noah Carter. Et ce qu'il a vu dans ces 30 minutes manquantes allait tout changer dans cette affaire. James. Whittaker était assis dans sa chambre d'hôtel, fixant l'écran de son ordinateur portable tandis que l'enregistrement non édité de l'entretien passait pour la 3e fois. Les 30 minutes qui avaient été coupées de la présentation au tribunal montraient le détective Reynolds utilisant des techniques qui feraient frémir n'importe quel psychologue pour enfants. Ta mère est morte à cause de ce qui s'est passé dans cette cuisine, Noah, disait Reynolds, sa voix basse et insistante. Je pense que tu sais ce qui s'est passé. Je pense que tu te souviens de plus que ce que tu dis. Noah, petit et vulnérable dans son pyjama taché de sang, secouait la tête. Je dormais. J'ai entendu un bruit, je suis descendu. Et puis tu t'es mis en colère contre ta mère, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle ne te laissait pas rester debout tard. Peut-être qu'elle t'a pris tes jeux vidéo. Non, chuchota Noah, je n'étais pas en colère. Alors, pourquoi le couteau était-il dans ta main? Pourquoi étais-tu couvert de sang? Je l'ai trouvé comme ça. J'ai essayé de l'aider. Des larmes commençaient enfin à couler sur le visage du garçon. J'ai essayé de retirer le couteau, mais il y avait tellement de sang. Reynolds poussa un verre d'eau vers Noah, son ton soudainement plus doux. C'est bon, fiston. Parfois, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Parfois, nous avons des accidents. Ce n'était pas un accident, dit Noah, en essuyant ses yeux. Quelqu'un a fait du mal à ma mère. Qui a fait du mal à ta mère, Noah? Je ne sais pas, il faisait sombre. Mais tu étais le seul là-bas. Non, il y avait quelqu'un d'autre. Cet échange crucial, Noah insistant sur le fait que quelqu'un d'autre était présent, avait été complètement omis de la présentation au tribunal. Le lendemain matin, Whittaker aborda Sarah Tanner devant le palais de justice. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose, » dit-il, lui tendant une copie de la clé USB. À l'intérieur, l'accusation appela le docteur Marcus Green, un psychologue pour enfants qui avait évalué Noah. Le docteur Green, avec son nœud papillon et son comportement professoral, dégageait de l'autorité. Selon mon opinion professionnelle, Noah Carter présente des signes préoccupants de détachement émotionnel, témoigna le docteur Green. Quand il parle de la mort de sa mère, il ne montre aucune réaction normale de deuil. Ce type de régulation émotionnelle est inhabituel chez les enfants de son âge. Ce détachement pourrait-il indiquer qu'il était capable de violence envers sa mère? Demanda Donovan. Les enfants souffrant de troubles de l'attachement ont parfois des explosions violentes lorsqu'ils sont déclenchés. Ce n'est pas courant, mais cela arrive. Sarah Tanner, nouvellement armée de l'enregistrement non édité de l'entretien, aborda son contre-interrogatoire avec une vigueur inattendue. « Dr. Green, saviez-vous que des parties de l'entretien policier de Noah ont été coupées avant que vous ne les examiniez ?» Le psychologue s'agita inconfortablement. « On m'a donné ce que l'accusation a fourni. Donc vous n'avez pas vu les parties où Noah maintenait constamment que quelqu'un d'autre était dans la maison, ou là où le détective Reynolds lui suggérait à plusieurs reprises des scénarios. » Objection. Donovan était debout. L'avocate témoigne. Soutenu, décida rapidement le juge Hargrove. Mais le mal était fait. Les jurés échangèrent des regards, et pour la première fois, le doute avait été introduit. Plus tard dans la journée, Whittaker a interviewé Patricia Winters, la sœur d'Eleanor Carter. Contrairement à la femme composée et professionnelle qu'elle présentait au tribunal, dans l'intimité du studio improvisé de Whittaker, elle semblait agitée. Eleanor faisait des changements, dit Patricia. Des grands changements. Elle m'avait dit la semaine précédente qu'elle corrigeait ses erreurs. J'ai supposé qu'elle parlait de son mariage avec Robert. Ils étaient divorcés depuis 3 ans, mais il y avait toujours des complications. Quel genre de complications? Demanda Whittaker. Patricia hésita. L'argent, l'entreprise familiale. Robert n'a jamais accepté de perdre le contrôle de sa part lors du divorce. Eleanor était le cerveau derrière Carter Development, même si c'était à l'origine l'entreprise familiale de Robert. Y avait-il un litige concernant la garde de Noah? Pas officiellement. Mais Robert a toujours pensé qu'Eleanor montait Noah contre lui.
Patricia tordait nerveusement son alliance. Le fait est qu'Eleanor m'avait appelé la nuit où elle est morte. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose et qu'elle allait réparer les choses. Elle avait l'air effrayée, mais déterminée. Nous devions nous rencontrer le lendemain matin. Pendant que cette interview avait lieu, Noah était assis dans un centre de détention pour mineurs, dessinant. Le personnel lui avait donné des crayons et du papier comme thérapie. Un conseiller nommé David Jenkins remarqua que Noah dessinait constamment la même chose. Une maison avec une figure, sombre debout devant une fenêtre. « Qui est-ce » demanda doucement Jenkins. Noah ne leva pas les yeux de son dessin. L'homme qui nous regardait. « Cet homme était-il là la nuit où ta mère a été blessée » Noah hocha lentement la tête. Il regardait par la fenêtre, puis il est entré. « As-tu parlé de... lui à la police » J'ai essayé. Noah ajouta plus de crayons noirs à la figure sombre. Personne ne me croit. Ce soir-là, alors que Sarah Tanner préparait sa stratégie de défense, elle reçut un appel d'un numéro masqué. La voix était étouffée, délibérément déguisée. Vérifiez les enregistrements de caméra de sécurité antidatée de la station-service en face de la maison des Carter, dit la voix. Le rapport de police dit qu'ils les ont examinés, mais ce n'est pas vrai. La caméra fonctionnait cette nuit-là. Avant qu'elle ne puisse demander qui appelait, la ligne fut coupée. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que l'appelant avait également contacté quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ferait tout pour s'assurer que ces images ne verraient jamais le jour. La maison de la famille Carter se trouvait sur Maple Avenue, une maison de style colonial avec des colonnes blanches et des haies, parfaitement taillées. Pour les étrangers, elle projetait une image de succès et de stabilité. Mais comme James Whittaker le découvrait, les apparences pouvaient être trompeuses. Eleanor était méticuleuse pour maintenir la bonne image, a déclaré Martha Wilson, qui avait été la gouvernante des Carter pendant 8 ans. Elle était assise dans son modeste salon, parlant à Whittaker, pendant que sa caméra tournait. Même après le divorce, elle a gardé les photos de famille de Robert sur la cheminée. Pour le bien de Noah, disait-elle. Comment était leur relation? Eleanor et Robert? Martha plia ses mains sur ses genoux. Compliqué. Ils se disputaient à propos de l'argent, de l'entreprise, mais surtout à propos de Noah. Comment ça? Robert avait des attentes. Noah était sensible, artistique. Robert voulait un fils qui jouait au football, pas un qui collectionnait des papillons. Elle secoua la tête. La dernière grande dispute que j'ai entendue, Robert a dit à Eleanor qu'elle rendait le garçon trop doux. C'était environ 6 mois avant ce qui s'est passé. Le tribunal ne siégeait pas ce jour-là, donnant à Sarah Tanner le temps d'enquêter sur le tuyau anonyme. Concernant les images de la station-service, le Sunoco en face de la maison des Carter avait effectivement maintenu des caméras de sécurité, mais quand elle est arrivée, le gérant semblait mal à l'aise. Ces enregistrements ont déjà été collectés par la police, dit-il, évitant le contact visuel. J'aimerais vérifier cela. En tant qu'avocate de Noah, j'ai le droit d'examiner toutes les preuves. Après quelques hésitations, le gérant l'a conduite à un bureau à l'arrière. Le système archive automatiquement les images pendant 90 jours. Après cela, elles sont supprimées. Et la nuit du 17 avril? C'est la chose étrange. Juste cette nuit-là a un trou dans l'enregistrement. 7 heures manquantes, de 21h à 4h du matin. Le détective a dit que c'était un dysfonctionnement du système. Sarah a senti un frisson. Quel détective? Reynolds. Il a pris les images que nous avions, a dit que ce n'était pas pertinent. Pendant ce temps, Whittaker avait retrouvé l'ancienne institutrice de Noah, Allison Hayes, qui avait une perspective différente sur la dynamique familiale des Carter. Noah était l'un des enfants les plus brillants que j'ai jamais enseignés, dit-elle alors qu'ils traversèrent la cour d'école vide. Curieux de tout, surtout de science, il m'apportait des roches ou des feuilles intéressantes qu'il avait trouvées. Avez-vous remarqué des problèmes de comportement, de l'agressivité, de la violence? Jamais. Tout le contraire. Noah était le pacificateur de la classe. Une fois, quand un autre garçon était victime d'intimidation, Noah l'a défendu. Non pas en se battant, mais en s'asseyant avec le garçon à chaque déjeuner, jusqu'à ce que d'autres les rejoignent. Elle s'arrêta de marcher. C'est pourquoi,
Rien de tout cela n'a de sens pour moi. Quand est-il de sa vie familiale? Avez-vous déjà rencontré ses parents? Eleanor venait à chaque conférence, chaque événement scolaire. Elle se portait volontaire pour les sorties scolaires. Robert. Allison hésita. Il est venu une fois, pour l'exposition scientifique. Noah avait créé ce magnifique projet sur la métamorphose des papillons. Il a remporté la première place. Robert semblait déçu d'une certaine manière. Noah a-t-il déjà mentionné des problèmes à la maison? Pas directement. Mais après le divorce, il est devenu plus silencieux. Il dessinait ses images pendant les temps libres. Toujours la même scène. Une grande table avec 3 chaises, mais seulement 2 personnes assises là. Je pense qu'il regrettait que sa famille ne soit plus entière. Cet après-midi-là, Whittaker a reçu l'autorisation de filmer la chambre de Noah, qui avait été scellée dans le cadre de la scène de crime, mais était maintenant accessible. L'espace était exactement comme Noah l'avait laissé la nuit du meurtre. La chambre d'un garçon de 10 ans figé dans le temps. Un mobile du système solaire pendait du plafond. Des étagères tapissaient un mur, rempli d'encyclopédies scientifiques et de romans. D'aventure. Une collection de roches étiquetées était posée sur le rebord de la fenêtre. Rien dans cet espace ne suggérait un enfant troublé, jusqu'à ce que Whittaker remarque quelque chose d'étrange dans le placard. Un petit enregistreur numérique était caché dans une boîte à chaussures, sous des cartes à collectionner. Quand il a appuyé sur lecture, il a entendu la voix de Noah. Maman et oncle Frank se disputaient encore. Maman a dit qu'il devait reculer et qu'il ne faisait pas partie de l'arrangement. Oncle Frank a dit qu'il méritait plus après tout ce qu'il avait fait. Je ne pense pas qu'il savait que j'écoutais. L'enregistrement était daté du 10 avril, juste une semaine avant le meurtre d'Eleanor. Whittaker vérifia ses notes. Il n'y avait pas d'oncle Frank dans la famille Carter, mais Frank Reynolds, le détective qui avait d'abord interrogé Noah, avait été le beau-frère d'Eleanor avant son divorce de Robert. À travers la ville, Sarah Tanner rencontrait Noah au centre de détention pour mineurs. Elle glissa ses dessins sur la table. « Noah, j'ai besoin que tu me parles de cette figure que tu dessines constamment. L'homme à la fenêtre. » Noah regarda nerveusement autour de lui avant de chuchoter. « Il ressemble à oncle Frank, mais pas exactement. Oncle Frank a une cicatrice ici. » Il pointa sa joue. « Le détective Reynolds, il était chez toi cette nuit-là. » « Pas lui, quelqu'un qui lui ressemble. » Les mains de Noah commencèrent à trembler. « L'homme a dit que si je disais à quiconque ce que j'avais vu, il me ferait aussi du mal. Mais je n'ai pas clairement vu son visage. Juste qu'il était grand comme oncle Frank. » Sarah sentit l'affaire changer sous ses pieds. « Noah, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? » Parce qu'il regarde toujours. Les yeux de Noah se remplirent de larmes. « Même ici. Le garde qui m'apporte ma nourriture, il m'a dit de rester silencieux si je voulais un jour rentrer chez moi. » Alors que Sarah quittait le centre de détention, elle ne remarqua pas la voiture banalisée qui la suivait. Elle ne vit pas non plus l'homme à l'intérieur prendre sa photo avant de passer un appel téléphonique. « Elle est au courant des images de la station-service, » dit l'homme, et le gamin parle. La voix qui répondit était calme, mesurée, et appartenait à quelqu'un qui orchestrait les événements depuis le début. « Alors nous devons accélérer notre calendrier. Fais l'appel. Il est temps que le jury entende Robert Carter. » Le palais de justice bourdonnait d'anticipation alors que Robert Carter prenait place à la barre des témoins. Grand et imposant dans son costume sur mesure, il dégageait la confiance d'un homme habitué aux salles de conseil, pas aux tribunaux. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Noah avant de se concentrer sur le procureur Donovan. « Monsieur Carter, où étiez-vous la nuit du 17 avril? » « À une conférence d'affaires à Chicago. J'ai des registres de vol, des reçus d'hôtel et 20 témoins qui peuvent confirmer ma présence. » Sa voix était assurée, répétée. « Quand avez-vous appris le décès de votre ex-femme? » Le détective Reynolds m'a appelé à 7h15 le lendemain matin. J'ai pris le premier vol de retour. La composition de Robert vacilla légèrement. Je ne pouvais pas croire que Noah aurait... que mon fils pourrait faire quelque chose comme ça. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, James Whittaker glissa une note à Sarah Tanner. Demandez-lui à propos de l'oncle Frank et de l'arrangement commercial. Lorsque le contre-interrogatoire commença,
Sarah procéda avec prudence. « Monsieur Carter, pourriez-vous expliquer votre relation avec le détective Frank Reynolds ?» Robert hésita. « Frank a épousé ma sœur Patricia. Nous nous connaissons depuis des années. Et après votre divorce d'avec Eleanor, nous sommes restés collègues. » Collègues comment exactement? Robert s'agita sur son siège. Frank a fait quelques consultations de sécurité pour Carter Development. Avant que Sarah ne puisse creuser davantage, le juge Hargrove interrompit. « Maître, gardez vos questions pertinentes à l'affaire en cours. » Pendant la pause déjeuner, la productrice de Whittaker se précipita vers lui, tenant son téléphone. « James, vous devez voir ceci, maintenant. » Elle a joué un fichier vidéo, des images de sécurité du bureau à domicile d'Eleanor Carter, daté de la nuit du meurtre. L'image montrait Eleanor à son bureau, copiant urgemment des fichiers sur une clé USB. Elle jetait constamment des regards nerveux vers sa porte. « D'où tenez-vous cela ?» demanda Whittaker. « Email anonyme. » Mais ce n'est pas tout. Elle transféra un autre fichier, un enregistrement d'écran d'un ordinateur portable montrant des registres financiers. Ces documents étaient sur la clé USB qu'Eleanor a créée cette nuit-là. Ils montrent des millions détournés de Carter Development vers des comptes offshore. Et regardez qui a autorisé les transferts. Les documents montraient clairement les signatures de Robert Carter et de Frank Reynolds. Whittaker appela immédiatement Sarah. « Nous devons apporter ceci au juge. Cela établit un motif pour quelqu'un d'autre que Noah. » Mais lorsqu'ils ont présenté les preuves au juge Hargrove dans son bureau, sa réaction fut inattendue. « Ce matériel a été obtenu illégalement et est irrecevable, » déclara-t-il. « De plus, monsieur Whittaker, vous frôlez l'obstruction à la justice en conduisant une enquête parallèle. »« Votre honneur, » protesta Sarah. « Ces documents contredisent directement le récit de l'accusation et fournissent une théorie alternative du crime. Ma décision est ferme, maître. Ces preuves ne seront pas présentées au jury. » En quittant le bureau du juge, Whittaker chuchota à Sarah. « Le juge fait partie de tout ça. Nous devons rendre cela public. » Ce soir-là, la voix enregistrée de Noah résonnait dans la chambre d'hôtel de Whittaker alors qu'il rejouait l'enregistreur numérique trouvé dans le placard du garçon. Mais cette fois, il remarqua quelque chose d'étrange, des sauts subtils dans le bruit de fond comme si l'enregistrement avait été édité. En utilisant un logiciel audio, il isola ces sections et les améliora. Ce qui émergea était glaçant. L'enregistrement original n'était pas de l'oncle Frank de Noah, se disputant avec Eleanor Assabd, propos d'un arrangement commercial. C'était Frank Reynolds menaçant Eleanor. Si ces dossiers deviennent publics, nous sommes tous les deux finis. Robert ne te protégera plus. Whittaker joua l'audio amélioré pour Sarah, dont le visage pâlit. Ils ont piégé un garçon de 10 ans pour couvrir une fraude financière. Pas seulement une fraude, dit Whittaker d'un air grave. Un meurtre. Alors qu'ils assemblaient ces pièces, de l'autre côté de la ville, le détective Reynolds retirait quelque chose du casier à preuve. Le couteau de cuisine original trouvé sur la scène du crime. Celui qui, s'il était correctement testé, révélerait des empreintes digitales appartenant à quelqu'un d'autre que Noah Carter. Le détective Frank Reynolds se déplaçait avec une efficacité calculée dans la salle d'épreuve. Les caméras de sécurité ont enregistré son entrée à 23h42, mais pas ce qui s'est passé. À l'intérieur, la pièce avait un angle mort pratique derrière une grande armoire de rangement. 20 minutes plus tard, il signait sa sortie sans rien dans les mains. Mais quelque chose avait changé. Le couteau de cuisine, scellé dans son sac à preuve, contenait désormais des empreintes digitales légèrement différentes. L'altération était subtile, pas un remplacement complet, mais une amélioration minutieuse des empreintes partielles de Noah et une suppression méticuleuse d'un autre jeu d'empreintes. Le lendemain matin au tribunal, l'accusation appela son expert médico-légal, le docteur Amelia Crawford. Les motifs d'empreintes digitales sur le manche du couteau correspondent à quelqu'un qui le saisit pour poignarder, pas pour le retirer d'une blessure, témoigna-t-elle, en montrant des photographies agrandies. Ces empreintes correspondent à la main droite du défendeur avec une certitude de 97%. Sarah Tanner s'approcha prudemment de la barre des témoins. « Docteur Crawford, avez-vous personnellement collecté ces preuves sur la scène du crime ?»« Non.
Le détective Reynolds a sécurisé les preuves principales avant l'arrivée de l'équipe médico-légale. Est-ce la procédure standard? Dans les petits services, les détectives doivent parfois sécuriser rapidement les preuves pour éviter la contamination. Et quand avez-vous examiné le couteau pour la première fois? Environ 6 heures après la découverte du crime. Donc, il y avait une fenêtre de 6 heures pendant laquelle le détective Reynolds avait la garde exclusive de cette preuve cruciale? Objection. Le procureur Donovan se leva. L'avocate insinue une inconduite sans fondement. Soutenu, décida immédiatement le juge Hargrove. Le jury ne tiendra pas compte de la question. James Whittaker observait attentivement l'échange. Après l'ajournement du tribunal, il aborda un jeune technicien médico-légal qui avait été présent pendant le témoignage du docteur Crawford. « Entre nous, » dit tranquillement Whittaker, « y avait-il quelque chose d'inhabituel dans le traitement des preuves dans cette affaire ?» Le jeune homme regarda nerveusement autour de lui. « Je ne suis pas censé parler des affaires en cours. La vie d'un garçon de 10 ans est en jeu. Si vous avez vu quelque chose de mal, je n'ai pas dit ça. » Le technicien baissa la voix. Mais le docteur Crawford et le détective Reynolds ont eu une conversation privée avant. Qu'elle n'examine le couteau. Elle semblait bouleversée après. Et quoi? Le formulaire de chaîne de possession avait été modifié. L'heure à laquelle Reynolds a enregistré le couteau comme preuve était barrée et réécrite. De l'autre côté de la ville, Sarah Tanner rencontrait à nouveau Melissa Pierce. La babysitter semblait de plus en plus anxieuse à mesure que l'affaire progressait. « Il y a quelque chose que je n'ai dit à personne », admit Melissa, ses mains tremblant autour de sa tasse de café. « Le matin où j'ai trouvé Eleanor, la porte arrière était aussi déverrouillée, pas seulement la porte d'entrée. Et il y avait de la boue sur le sol de la cuisine. Pas beaucoup, juste quelques petites traces. Je l'ai mentionné au détective Reynolds, mais cela n'est jamais apparu dans ma déclaration officielle. Noah avait-il de la boue sur son pyjama ou ses pieds? Non, ses pantoufles étaient propres. » Sarah se pencha en avant. « Melissa, connaissiez-vous le détective Reynolds avant cette affaire? » Les yeux de Melissa s'élargirent légèrement. Il venait parfois à la maison pour parler à Eleanor. J'ai supposé que c'était à propos du père de Noah, des affaires de police. À quelle fréquence? Plus souvent dans les semaines avant que cela ne se produise. Ils se sont disputés une fois. J'ai entendu Eleanor dire qu'elle en avait assez d'être menacée et qu'elle avait des copies de tout. Plus tard ce soir-là, le juge Hargrove reçut un visiteur à sa résidence privée, le procureur Donovan. Ils parlèrent à voix basse sur la terrasse arrière, loin des fenêtres et des dispositifs d'enregistrement potentiels. « Le cinéaste et l'avocate de la défense se rapprochent trop, » dit Donovan. « Ils ont d'une manière ou d'une autre accédé au registre financier de Carter. Development. » Le visage de Hargrove resta impassible. « Ces registres sont irrecevables. J'ai déjà tranché. Ce n'est pas seulement le tribunal qui m'inquiète. Whittaker fait un documentaire. S'il rend public ses accusations, alors accélère le calendrier. Termine ton dossier demain. Je m'assurerai que les instructions au jury soient formulées de manière appropriée. Ce qu'aucun des deux hommes ne remarqua était le petit drone planant dans l'obscurité au-delà de la limite de la propriété. Un drone équipé d'un microphone haute définition, piloté par la productrice de Whittaker. Lorsque l'enregistrement de leur conversation fut diffusé à Sarah plus tard dans la nuit, une chose devint glacialement claire. Le juge Hargrove, le détective Reynolds et le procureur Donovan n'étaient pas simplement des collègues travaillant sur une affaire, ils étaient des participants, actifs à une conspiration qui avait déjà coûté une vie. Et au centre de tout cela se trouvait Robert Carter, qui venait d'être enregistré en train de passer un appel depuis sa chambre d'hôtel. Quoi qu'il arrive au tribunal demain, le problème doit être résolu définitivement. Les deux problèmes, le garçon et le cinéaste. Le 7e jour du procès de Noah Carter commença par un témoin inattendu. Patricia Winters, la sœur d'Eleanor, avait été appelée par l'accusation pour témoigner sur le comportement de Noah dans les semaines précédant la mort de sa mère. Il est devenu plus renfermé, plus secret, témoigna Patricia. Eleanor était préoccupée par ces changements d'humeur soudains. Le procureur Donovan acquiesça avec sympathie.
Eleanor a-t-elle déjà exprimé de la peur envers son fils? Pas exactement de la peur, mais de l'inquiétude. Elle avait trouvé des dessins inquiétants dans sa chambre, des silhouettes sombres, des couteaux. Elle m'a demandé ce que cela pouvait signifier. Sarah Tanner observa attentivement Patricia pendant le contre-interrogatoire. « Madame Winters, quel est votre rôle actuel chez Carter Development? » « Je suis PDG par intérim depuis la mort de ma sœur. Et, avant la mort d'Eleanor, j'étais directrice financière. Donc la mort d'Eleanor a entraîné une promotion significative pour vous? » Objection. Donovan s'écria presque. Pertinence. Soutenu, décida rapidement le juge Hargrove. Mais James Whittaker, observant depuis la galerie, remarqua l'expression momentanée de Patricia. Pas du chagrin ou de l'offense, mais du calcul. Pendant la pause déjeuner, Whittaker reçut un appel de sa chercheuse à New York. « J'ai trouvé quelque chose dans les registres publics. Eleanor Carter a modifié son testament 3 semaines avant sa mort. Le Nouveau Testament retirait Patricia Winters comme bénéficiaire secondaire et administratrice de l'héritage de Noah. À la place, Eleanor a nommé sa colocataire d'université, Claire Bennett, comme tutrice de Noah et administratrice si quelque chose lui arrivait. Le Nouveau Testament a-t-il été correctement exécuté? C'est justement ça. La copie signée devait être chez l'avocat d'Eleanor, William Frazier, mais il affirme ne jamais l'avoir reçue, même si sa secrétaire a confirmé qu'Eleanor avait déposé une enveloppe la veille de sa mort. Whittaker appela immédiatement Sarah. « Nous devons trouver Claire. »« Bennett !» Pendant ce temps, le détective Reynolds interrogeait le garde assigné à Noah au centre de détention pour mineurs. A-t-il dit quelque chose à propos de cette nuit? Quoi que ce soit. Le garde secoua la tête. Le gamin parle à peine, dessine juste ses images. Quelles images? La même chose. Encore et encore. Un homme à une fenêtre qui regarde. L'expression de Reynolds se durcit. J'ai besoin de copies de ces dessins. Tous. Maintenant. De l'autre côté de la ville, Sarah Tanner avait localisé Claire Bennett, qui avait essayé sans succès de rendre visite à Noah depuis la mort d'Eleanor. Il me répétait que je n'avais aucun statut légal, expliqua Claire dans son petit appartement. Je savais qu'Eleanor avait mis à jour son testament pour me désigner comme tutrice de Noah si quelque chose arrivait. Mais le tribunal a dit qu'un tel document n'existait pas. Eleanor, vous, a-t-elle dit pourquoi elle a fait ce changement? Elle avait peur. La voix de Claire tremblait. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais suivre l'argent. Elle avait découvert quelque chose sur l'entreprise familiale, d'énormes irrégularités financières. Robert et Patricia détournaient des fonds depuis des années. Avait-elle des preuves? Elle a dit qu'elle avait fait des copies de tout et les avait cachées quelque part où seul Noah penserait à chercher. Claire hésita. La veille de sa mort, elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle allait les confronter avec ce qu'elle avait trouvé. Je l'ai supplié d'aller d'abord aux autorités, mais elle voulait leur donner une chance de réparer les choses avant d'impliquer la police. Le téléphone de Sarah vibra avec un texto de Whittaker. « Trouvez quelque chose d'important. Rencontrez-moi à l'hôtel dès que possible. » À son arrivée, Whittaker diffusa l'enregistrement de son drone à l'extérieur de la maison du juge Hargrove. Puis, il lui montra autre chose. Des relevés bancaires révélant une série de paiements d'un compte offshore à Hargrove, Reynolds et Donovan au cours des 3 dernières années. Ils sont tous liés à Carter Development, expliqua Whittaker. Mais voici ce qui fait éclater cette affaire. Il pointa un document sur son ordinateur portable. Le testament original d'Eleanor Carter incluait une clause stipulant que si elle mourait avant que Noah n'ait 18 ans, ses actions de contrôle de Carter Développement seraient détenues en fiducie, une fiducie à laquelle Robert et Patricia ne pourraient pas toucher. Donc sa mort sans Nouveau Testament valide signifie que Patricia a pris le contrôle en tant que plus proche parente de Noah, une fois qu'il a été condamné et déclaré inapte à hériter. Ils ont piégé un enfant pour meurtre afin de protéger leur fraude financière. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à ce moment précis, quelqu'un accédait à la chambre d'hôtel de Whittaker. Une main gantée plaça un petit dispositif d'écoute sous le bureau. Alors que la silhouette se glissait dehors, la lumière du couloir éclaira brièvement son visage. Patricia Winters.
Elle passa immédiatement un appel téléphonique. Ils savent tout. Le cinéaste a les registres financiers, les connexions entre vous tous, et il connaît le testament d'Eleanor. Nous devons agir maintenant. La voix à l'autre bout appartenait à Robert Carter. Noah est-il toujours un problème? Il a commencé à parler à son avocate de l'homme à la fenêtre. Il pourrait se souvenir de plus. Alors ce soir, le garçon a un accident malheureux en détention, et les freins de la voiture de Whittaker lâchent sur cette route sinueuse, qui mène à son hôtel. Noah Carter était assis en face du docteur Marcus Green, dans une petite salle sans fenêtre du centre de détention pour mineurs. Cette séance avait été organisée à la hâte par le détective Reynolds, qui avait cité des préoccupations concernant l'état mental du garçon. « J'aimerais essayer quelque chose de différent aujourd'hui, Noah, » dit le docteur Green, sa voix douce mais calculée. Un exercice de mémoire. Noah étudia le nœud papillon du docteur, évitant le contact visuel. Au cours de la semaine précédente, il était devenu de plus en plus méfiant envers les adultes qui posaient des questions. « Je veux que tu fermes les yeux et que tu imagines ta maison. La nuit où ta mère est morte. Peux-tu faire ça pour moi ?» Noah hésita, puis ferma les yeux. « Tu descends les escaliers. Que vois-tu » Il fait sombre. Juste la petite lumière au-dessus de la cuisinière. Tu entres dans la cuisine. Ta mère est là. Que se passe-t-il ensuite? La respiration de Noah s'accéléra. Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai trouvée par terre. Le docteur Green se pencha en avant. Mais avant cela, Noah, avant que tu ne la trouves, étais-tu en colère contre elle? T'avait-elle puni pour quelque chose? Non. Les yeux de Noah s'ouvrirent brusquement. Pourquoi tout le monde me demande-t-il toujours ça? Parfois, nos esprits nous protègent des souvenirs difficiles, des choses que nous avons faites quand nous étions bouleversés. Je n'ai pas fait de mal à ma mère. Il y avait un homme. Le docteur Green prit note. Noah, savais-tu que parfois les enfants créent de faux souvenirs pour se protéger? Ils imaginent d'autres personnes pour effacer leur culpabilité. Il était réel. La voix de Noah s'éleva légèrement. Il portait une veste sombre. Il regardait d'abord par la fenêtre. À qui cela? Ressemble-t-il, Noah? Qui connais-tu qui porte des vestes sombres? Noah se tut soudainement, comprenant le piège. Le docteur Green essayait de lui faire dire un nom, n'importe quel nom, pour créer une fausse accusation. Ailleurs dans le centre de détention, Sarah Tanner se disputait avec l'administrateur de l'établissement. « Je dois voir mon client immédiatement. Je viens de recevoir des informations indiquant que sa sécurité pourrait être compromise. » Le docteur Green mène une séance d'urgence. Pas d'interruption. Une séance que personne n'a autorisée. Je suis son avocate et je n'ai pas approuvé cela. Pendant qu'ils se disputaient, James Whittaker travaillait frénétiquement dans sa chambre d'hôtel, inconscient du dispositif d'écoute capturant chaque mot. Il avait copié toutes ses preuves sur plusieurs clés et se préparait à les envoyer à des contacts de confiance. La clé est le timing, dit-il à sa productrice au téléphone. Eleanor découvre la fraude financière. Elle modifie son testament pour protéger Noah et l'entreprise. Elle confronte les conspirateurs. Dans les 24 heures, elle est morte et Noah est piégé. Et les empreintes digitales sur le couteau? Demanda sa productrice. J'ai un expert qui analyse les photos des preuves. Il dit que les empreintes montrent des signes de falsification. Les empreintes de Noah ont été améliorées, et d'autres ont été soigneusement supprimées. Il n'y a aucun moyen qu'un enfant de 10 ans ait pu commettre ce crime, puis exécuter une dissimulation sophistiquée. De retour au centre de détention, le docteur Green montrait à Noah une série de photographies. Est-ce que l'un de ces hommes ressemble à la personne que tu as vue cette nuit-là? Noah les examina soigneusement. Tous des hommes d'âge moyen avec des carrures similaires, et un qui ressemblait remarquablement à Robert Carter, mais avec des différences subtiles. Celui-ci est le plus proche, dit Noah, pointant vers le sosie de Robert. Mais l'homme avait des yeux différents, plus froids. Le docteur Green réprima un sourire. Noah, c'est une photo de ton père, d'il y a 5 ans. Es-tu en train de dire que ton père était là cette nuit-là? Les yeux de Noah s'élargirent. Non, ce n'est pas ce que je... La porte s'ouvrit brusquement. Sarah Tanner se tenait là avec une ordonnance du tribunal. Cette séance est terminée. Docteur Green, vous menez un entretien non
autorisée avec un mineur sans la présence d'un avocat. Alors qu'elle conduisait Noah dehors, il chuchota. Il essayait de me piéger pour que je dise que c'était mon père. Mais ce n'était pas lui. L'homme ressemblait à l'oncle Frank, mais différemment d'une certaine façon. Cette nuit-là, un gardien du centre de détention nommé Wilson s'approcha de la chambre de Noah avec un plateau repas. Mais au lieu du repas habituel de Noah, le plateau contenait un sandwich imprégné d'un puissant sédatif, suffisant pour provoquer une insuffisance respiratoire chez un enfant de la taille de Noah. Ce que les conspirateurs ignoraient, c'est que David Jenkins, le conseiller qui s'était lié d'amitié avec Noah, avait surpris Reynolds en train d'instruire Wilson sur le repas spécial. Jenkins avait échangé les plateaux, puis passé un appel anonyme à Sarah Tanner. Simultanément, Whittaker montait dans sa voiture lorsque sa productrice appela. « Ne démarre pas ton moteur. Je viens de recevoir un tuyau d'une source anonyme. Ils ont trafiqué tes freins. » Alors qu'un mécanicien confirmait le sabotage, Whittaker reçut un autre appel, cette fois de Claire Bennett, l'amie d'Eleanor. J'ai réfléchi à ce qu'Eleanor a dit à propos de cacher des preuves là où seul Noah penserait à chercher. Je me suis souvenu de quelque chose. Noah avait cette collection dont il était obsédé. Eleanor l'appelait son musée. Quel genre de collection? Des papillons. Il avait une vitrine spéciale dans sa chambre. Eleanor l'avait aidé à la construire. Elle avait un double fond. Le cirque médiatique entourant le procès de Noah Carter avait transformé Millbrook d'une communauté tranquille en un champ de bataille d'opinion publique. Des camionnettes de presse bordèrent les rues près du tribunal et des présentateurs nationaux livraient des rapports solennels avec la place pittoresque de la ville en toile de fond. Aujourd'hui marque un moment crucial dans le procès du plus jeune meurtrier présumé d'Amérique, annonça Heather Dawson de National Morning News. Les experts en psychologie continuent de débattre si un enfant de 10 ans peut former l'intention requise pour un meurtre au premier degré. James Whittaker était assis dans sa chambre d'hôtel, entouré de coupures de presse, regardant la couverture avec un dégoût croissant. Le récit avait été soigneusement construit dès le début. La culpabilité de Noah assumée, l'histoire présentée comme un cas tragique d'un enfant perturbé, plutôt que comme un possible déni de justice. Ils n'ont jamais remis en question les preuves, dit Whittaker à Sarah Tanner, alors qu'il revoya leur stratégie. Pas un seul journaliste n'a demandé pourquoi un enfant de 10 ans sans antécédent de violence assassinerait soudainement sa mère, ou comment il aurait pu manipuler la scène du crime. Sarah acquiesça gravement, parce que l'alternative ne concerne pas seulement un meurtre, c'est une corruption systémique impliquant certaines des personnes les plus puissantes de ce comté. Ils avaient convenu de se rencontrer dans un restaurant à 20 miles de Millbrook, loin d'une surveillance potentielle. Sur la table entre eux se trouvaient des impressions de manchettes de journaux des 2 dernières semaines. L'enfant tueur face à la justice. Le jeune meurtrier ne montre aucun remords. Le monstre d'à côté, dans l'esprit sombre de Noah Carter. Regardez le langage, dit Sarah tapotant les articles. Pas de présumé, pas de présomption d'innocence. Ils l'ont condamné dans la presse dès le premier jour. Et le timing est suspect, ajouta Whittaker. Le scandale de Carter Development a éclaté il y a 3 ans. Des allégations de contamination environnementale dans leur projet immobilier de Westridge. L'histoire a disparu après une semaine de couverture. Qui possédait le journal à l'époque? Millbrook Media Group et... Devinez qui siège à leur conseil d'administration? Le juge William Hargrove. Sarah se pencha en arrière, faisant les connexions. Donc, il contrôle le récit. Tout journaliste qui pourrait creuser plus profondément est réaffecté ou discrédité. Pendant qu'il parlait, de l'autre côté de la ville, Claire Bennett examinait soigneusement la collection de papillons de Noah que la police avait libéré des preuves. La vitrine en bois faite main contenait 2 douzaines de spécimens parfaitement préservés, chacun étiqueté de l'écriture soignée de Noah. Elle passa ses doigts le long des bords, souvenant des mots d'Eleanor. Seul Noah penserait à chercher là. Après plusieurs minutes de recherche, elle le trouva, une couture presque invisible le long du panneau arrière. En appuyant dessus, elle révéla un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Pendant ce temps, Noah était
assis seul dans le centre de détention, refusant le repas apporté par le gardien Wilson. Le gardien avait insisté à 2 reprises, devenant de plus en plus agité quand Noah repoussa le plateau. « Tu dois manger, gamin », avait dit Wilson, une étrange urgence dans sa voix. « Je n'ai pas faim », répondit Noah, quelque chose dans ses instincts l'avertissant. Après le départ de Wilson, le conseiller David Jenkins glissa une barre de céréales à Noah. « Décision intelligente », chuchota-t-il. « Ne mange rien de ce que Wilson t'apporte. » Cet après-midi-là au tribunal, le procureur Donovan annonça que l'accusation terminait son dossier, plus tôt que prévu. Le juge Hargrove programma immédiatement les plaidoiries finales pour le lendemain, donnant à Sarah un temps minimal pour préparer la défense de Noah. « C'est sans précédent », protesta Sarah. « La défense a des témoins programmés pour les 3 prochains jours. Le calendrier du tribunal n'est pas soumis à votre convenance, maître, » répondit froidement le juge Hargrove. « Soyez prête à présenter votre plaidoirie finale demain. » Alors que le tribunal s'ajournait, Whittaker reçut un appel urgent de Claire. « J'ai trouvé quelque chose dans la boîte à papillons de Noah. Une clé USB. Je la regarde maintenant et James, tout est là. Des registres financiers, des emails entre Robert, Patricia et Reynolds, planifiant comment prendre le contrôle de l'entreprise à Eleanor. Et il y a une vidéo. Eleanor a enregistré une déclaration la veille de sa mort. Elle savait qu'ils allaient se venir pour elle. Ne le dis à personne d'autre, avertit Whittaker. Apporte-la au motel en dehors de la ville. Chambre 114, utilise l'entrée arrière. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Patricia Winters surveillait les mouvements de Claire. Alors que Claire se précipitait vers sa voiture, serrant son sac à main avec le précieux lecteur à l'intérieur, un SUV noir s'arrêta à côté d'elle. Le détective Frank Reynolds en sortit. « Claire Bennett, nous devons parler de falsification de preuves, » dit-il, bloquant son chemin. « Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ?»« Au poste ?» La main de Claire se resserra sur son sac à main. « Je vous y retrouverai, laissez-moi juste déplacer ma voiture de cette zone de stationnement interdit. » Reynolds sourit mince. « Ce ne sera pas nécessaire. Nous pouvons nous occuper de votre voiture. En ce moment, j'ai besoin de ce sac, alors. » Qu'il tendait la main vers elle, Claire prit une décision en une fraction de seconde qui changerait tout. Elle cria à plein poumon, attirant l'attention d'une équipe de presse à proximité qui rangeait son équipement. Et leur caméra tournait. La confrontation entre Claire Bennett et le détective Reynolds fut diffusée aux informations locales en quelques heures. Les images montraient Reynolds saisissant le bras de Claire, son cri, et le détective changeant rapidement de comportement quand il remarqua les caméras. « Juste un malentendu », dit Reynolds au journaliste. Son sourire, étudié, n'atteignant pas ses yeux. « Madame Bennett a des informations pertinentes pour une enquête en cours. » Mais Claire avait réussi à glisser la clé USB à une jeune caméraman pendant la confusion en chuchotant. « Apportez ceci à James Whittaker. C'est à propos de Noah Carter. » La caméraman, Zoé Mendez, reconnut le nom de Whittaker. Elle avait postulé pour un stage dans sa société de documentaire l'année dernière. Au lieu d'aller à la station avec son équipe, elle se rendit directement au motel de Whittaker. « Quelqu'un nommé Claire m'a demandé de vous donner ceci, » dit Zoé, lui remettant le lecteur. « Est-ce à propos de l'affaire Carter? Je l'ai suivi, quelque chose ne colle pas. » Whittaker l'étudia attentivement avant de répondre. « Que savez-vous sur la politique de Millbrook? » Assez pour comprendre que poser des questions sur la famille Carter peut vous mettre sur liste noire. Elle hésita. « Mon frère travaillait dans la construction pour Carter Development. Il a essayé de signaler des violations de sécurité sur le site de Westridge il y a 3 ans. Soudainement, il ne pouvait plus trouver de travail nulle part dans le comté. » Whittaker inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Les fichiers étaient méticuleusement organisés, registres financiers, emails et une vidéo datée de la veille du meurtre d'Eleanor. Il cliqua sur le fichier vidéo. Eleanor Carter apparut à l'écran, son expression tendue mais déterminée. « Si vous regardez ceci, quelque chose m'est arrivé. Les registres financiers sur cette clé montrent que Robert et Patricia détournent des fonds de Carter Development depuis des années, utilisant des comptes offshore
et des rapports environnementaux falsifiés. Le détective Frank Reynolds les a aidés à dissimuler. Il est plus que le beau-frère de Patricia. Ils ont une liaison depuis des années, même avant mon divorce de Robert. Eleanor regarda directement la caméra. Ils m'ont menacé hier. Ils ont dit que si je rendais tout public, ils me prendraient tout, y compris Noah. Je les rencontre ce soir pour leur donner une chance de réparer. Cela avant que je n'aille voir les autorités fédérales. Si je disparais ou si quelque chose m'arrive, ce n'était pas un accident, et ce n'était certainement pas mon fils. Pendant que Whitaker examinait les preuves, Sarah Tanner rencontrait Noah dans une salle sécurisée du tribunal. « Noah, nous manquons de temps. J'ai besoin que tu me dises exactement ce dont tu te souviens de cette nuit. Chaque détail. » Noah tordait ses mains ensemble. « Je me suis réveillé parce que j'ai entendu des voix en bas. Maman se disputait avec quelqu'un dans la cuisine. Je suis allé en haut des escaliers et j'ai écouté. Elle disait « Je ne te laisserai pas utiliser Noah comme levier. L'entreprise ne vaut pas son avenir. As-tu vu avec qui elle parlait? Pas à ce moment-là. J'avais peur, alors je suis retourné dans ma chambre. Mais j'ai entendu un bruit fort plus tard, comme quelque chose qui tombait. Quand je suis descendu, sa voix se brisa. Maman était par terre. Il y avait tellement de sang, et l'homme était encore là. L'homme à la fenêtre dans tes dessins? Noah acquiesça. Il avait l'air effrayé quand il m'a vu. Il a laissé tomber le couteau et s'est enfui par la porte arrière. J'ai essayé d'aider maman. J'ai retiré le couteau et j'ai essayé d'arrêter le saignement avec le haut de mon pyjama. Mais elle ne se réveillait pas. As-tu reconnu l'homme? Noah hésita. Il ressemblait à l'oncle Frank, mais différemment. Son visage était bizarre d'une certaine façon. De l'autre, côté de la ville, Claire Bennett était interrogée au poste de police. Reynolds avait été rejoint par Patricia Winters, qui était inexplicablement présente pour ce qui aurait dû être une affaire de police. « Où est le lecteur, Claire ?» demanda Patricia, sa voix mortellement calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. La petite police d'assurance d'Eleanor, nous savons qu'elle t'a donné quelque chose. Si elle l'a fait, c'est déjà en lieu sûr, » dit Claire, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Pourquoi toi et Frank étiez-vous ensemble la nuit où Eleanor est morte? Ta sœur était suffisamment préoccupée par vous deux pour enregistrer ses craintes. Le sang-froid de Patricia vacilla. Tu n'as aucune idée de ce qu'Eleanor allait faire. Elle allait tout détruire. L'entreprise, le nom de famille, tout. À cause de quelques raccourcis réglementaires. Des raccourcis réglementaires qui ont empoisonné tout un quartier, répliqua Claire. Des gens sont tombés malades. Des enfants sont tombés malades. Reynolds frappa du poing sur la table. Tu n'as rien d'autre que les divagations d'une femme paranoïaque et d'un enfant perturbé. Mais pendant qu'il parlait, Zoé, Mendez faisait quelque chose d'inattendu. Elle diffusait des portions de la déclaration vidéo d'Eleanor sur ses propres canaux de médias sociaux, contournant complètement les médias traditionnels. Ces preuves suggèrent que Noah Carter, 10 ans, a été piégé pour le meurtre de sa mère dans le cadre d'une dissimulation d'entreprise impliquant Carter Development, narra Zoé. Le véritable tueur pourrait être lié au détective Frank Reynolds du département de police de Millbrook. La vidéo devenait déjà virale, avec des milliers de partages dans la première heure, et l'un de ces partages venait d'être visionné par le bureau du FBI de Philadelphie, où l'agent Marcus Rivera assemblait une équipe. Nous avions Carter Development sur notre radar pour crimes financiers, dit Rivera à son superviseur. Mais c'est maintenant une enquête pour meurtre avec des preuves de corruption des forces de l'ordre local. Nous devons agir immédiatement. Ce que personne ne réalisait, c'est que Robert Carter avait surveillé tous ces développements depuis sa suite d'hôtel. Il passa un dernier appel à Patricia. Il est temps pour le plan de contingence. Reynolds sait quoi faire. La salle d'épreuve du département de police de Millbrook était généralement calme à 3 heures du matin. Cette nuit, cependant, le détective Frank Reynolds se déplaçait méthodiquement à travers l'espace, son faisceau de lampes de poche tranchant l'obscurité, alors qu'il localisait les boîtes étiquetées « Carter, Eleanor ». Homicide. Il sortit les sachets de preuves scellés contenant le couteau de cuisine, le pyjama taché de sang de Noah et les cartes d'empreintes digitales originales. De sa veste, il retira des objets de remplacement.
presque identiques, mais avec des modifications subtiles qui solidifieraient l'affaire contre Noah et élimineraient toute trace de sa propre implication. Ce que Reynolds ne remarqua pas était la petite lumière rouge clignotant dans le coin de la pièce, une caméra de sécurité récemment installée dans le cadre d'une mise à niveau du département, dont il ignorait l'existence. De l'autre côté de la ville, James Whittaker et Sarah Tanner travaillaient avec une experte en médecine légale qui avait accepté d'examiner confidentiellement les photographies des preuves. Ces motifs d'empreintes digitales sont problématiques, expliqua Dr Vanessa Liu, montrant des images hautes, résolution sur son ordinateur portable. La direction est incompatible avec quelqu'un saisissant un couteau pour poignarder. Elles sont compatibles avec quelqu'un saisissant un couteau déjà en place, comme pour le retirer d'une blessure. Ont-elles pu être altérées? Demanda Whittaker. Dr Liu acquiesça. Il y a des signes subtils de manipulation. Voyez ces bavures. Elles ont été numériquement améliorées pour créer l'apparence d'une empreinte plus complète. Et il y a une empreinte partielle ici. Elle indiqua une marque à peine visible près de la base de la lame, qui appartient à quelqu'un d'autre. Elle a été délibérément obscurcie. Sarah se pencha plus près. Pouvez-vous la récupérer? Avec les preuves originales, oui. Avec juste ces photos, je peux seulement vous dire qu'elle ne correspond pas au motif d'empreinte de Noah. La distribution des crêtes est compatible avec un homme adulte. Pendant qu'ils analysaient les preuves, l'agent du FBI Marcus Rivera sécurisait un mandat d'urgence basé sur les nouvelles informations devenues virales. À l'aube, une équipe d'agents fédéraux se rassemblait dans une zone de préparation en dehors de Millbrook, se préparant à intervenir simultanément sur plusieurs sites. Le département de police, la résidence du juge Hargrove et l'hôtel de Robert Carter. La session du tribunal était prévue pour commencer à 9 heures avec les plaidoiries finales. Sarah arriva tôt, armée de nouvelles requêtes pour introduire les preuves de la clé USB d'Eleanor et demander un procès nul basé sur la falsification. Le juge Hargrove semblait inhabituellement agité en prenant place. Avant de commencer, j'ai examiné les requêtes de la défense déposées ce matin et je les rejette dans leur intégralité. Les nouvelles preuves présumées ont été obtenues illégalement et contiennent des allégations non fondées contre des membres respectés de cette communauté. Sarah se leva. Votre honneur, nous avons des raisons de croire que des preuves dans cette affaire ont été délibérément falsifiées. Nous avons déposé un appel d'urgence auprès de la Cour fédérale et... Assez, maître! Hargrove frappa son marteau. Cette cour n'accueillera pas de théorie du complot. Nous procéderons immédiatement aux plaidoiries finales. Alors que le procureur Donovan se levait pour commencer sa conclusion, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Des Spearshire, agents du FBI, entrèrent, menés par l'agent Rivera. William Hargrove, annonça formellement Rivera. J'ai un mandat fédéral pour votre arrestation pour complot. Entrave à la justice et complicité après le fait dans le meurtre d'Eleanor Carter. La salle d'audience explosa. Les journalistes se bousculèrent pour capturer le moment, alors que des agents supplémentaires plaçaient simultanément le procureur Donovan en état d'arrestation. À travers les fenêtres, les gens pouvaient voir davantage d'agents fédéraux au département de police de l'autre côté de la rue. Dans la confusion, Robert Carter se glissa par une sortie latérale. Il avait un avion privé qui l'attendait au petit aéroport régional, un plan de contingence qu'il avait préparé des semaines auparavant. Mais alors qu'il se précipitait vers sa voiture, il trouva James Whittaker debout à côté. « Vous allez quelque part, monsieur. »« Carter ?» demanda Whittaker, son équipe documentaire filmant à distance discrète. « C'est du harcèlement. Je n'ai rien à voir avec ce cirque. » La main de Carter se dirigea vers la poche de sa veste. « Je ne ferai pas ça. » dit calmement Whittaker. Pas avec des agents fédéraux sur le point d'arriver et certainement pas devant la caméra. À proximité au département de police, les images de sécurité de la nuit étaient examinées par des techniciens du FBI. La vidéo montrait clairement le détective Reynolds falsifiant des preuves, remplaçant des objets, en modifiant d'autres. Lorsque les agents perquisitionnèrent le domicile de Reynolds, ils trouvèrent le couteau original avec des empreintes digitales complètes encore partiellement préservées,
malgré ses tentatives de nettoyage. Mais la découverte la plus accablante venait des bottes boueuses, trouvées cachées dans le garage de Reynolds. L'analyse du sol correspondait parfaitement aux traces trouvées sur le sol de la cuisine d'Eleanor Carter, des preuves qui avaient été délibérément exclues du dossier. De retour dans la salle d'audience, Noah était assis, les yeux écarquillés, alors que les procédures se dissolvaient dans le chaos autour de lui. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, la peur qui était devenue sa compagne constante commença à s'estomper légèrement. Sarah s'agenouilla à côté de lui. « Ce n'est pas encore fini », prévint-elle doucement. « Mais les gens regardent enfin les vraies preuves. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper était que la personne qui pourrait faire éclater l'affaire complètement, la seule qui avait tout vu cette nuit-là, était sur le point de se manifester avec la dernière pièce du puzzle. Melissa Pierce, la babysitter, était assise tremblante dans le quartier général temporaire du FBI, tenant un téléphone avec des conversations enregistrées qui révéleraient pourquoi elle avait été forcée de soutenir le faux récit contre Noah depuis le début. « Ils ont dit qu'ils feraient du mal à ma fille si je ne coopérais pas », chuchota-t-elle à l'agent Rivera. « Mais je ne peux plus vivre avec ça. Je dois vous dire ce qui s'est réellement passé la nuit où Eleanor est morte, et pourquoi Frank Reynolds n'était pas le seul présent. » Le quartier général temporaire du FBI bourdonnait d'activité alors que l'agent Marcus Rivera interrogeait Melissa Pierce. Ses mains tremblait tandis qu'elle racontait les événements qu'elle avait gardés secrets pendant des mois. « Je n'étais pas seulement la babysitter de Noah, » expliqua-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'étais la confidente d'Eleanor. Elle me faisait confiance parce que je n'avais rien à voir avec l'entreprise ou les politiques familiales. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas chez Carter Development ?» demanda Rivera. « Il y a environ 6 mois. Eleanor a trouvé des anomalies financières, des millions détournés vers des sociétés écrans. Elle a découvert que Robert et Patricia étaient derrière tout cela, avec Frank Reynolds. Melissa tordait un mouchoir dans ses mains, mais il y avait quelqu'un d'autre impliqué, quelqu'un qu'Eleanor n'a jamais soupçonné jusqu'à la fin. Qui ? Michael Donovan, le procureur. Il était l'architecte juridique de tout le stratagème, créant les sociétés écrans, rédigeant les faux rapports de conformité environnementale. Lui et Patricia travaillaient secrètement ensemble depuis des années. Rivera se pencha en avant. « Est-ce pour cela que vous avez été menacé? Parce que vous connaissiez l'implication de Donovan? En partie, mais principalement parce que j'ai vu quelque chose la veille de la mort d'Eleanor. » Melissa prit une profonde inspiration. « Je n'étais pas censé être à la maison. Eleanor m'avait donné la soirée, mais j'avais oublié mes médicaments dans la salle de bain et je suis retourné les chercher après que Noah soit couché. Qu'avez-vous vu? Patricia et Frank étaient là avec Eleanor dans la cuisine. Ils se disputaient à propos de l'entreprise, des documents qu'Eleanor avait trouvés. Frank était furieux, disant qu'elle allait tout ruiner. Je me suis faufilé avant qu'il ne me voie, mais Patricia a repéré ma voiture. Et ils vous ont menacé pour que vous gardiez le silence. » Melissa hocha la tête. « Le lendemain matin, quand j'ai trouvé le corps d'Eleanor, Frank était le premier détective sur place. Il m'a pris à part et m'a montré une photo de ma fille à son école. Il a dit que si je mentionnais l'avoir vue la veille, quelque chose lui arriverait. » Pendant que Melissa révélait ces détails, Sarah Tanner travaillait frénétiquement pour obtenir la libération de Noah. L'intervention fédérale avait jeté le système judiciaire local dans le chaos, avec plusieurs juges se récusant en raison de connexions avec Hargrove. « Les preuves montrent clairement que Noah Carter est innocent », argumenta Sarah devant la juge Rebecca Martinez, amenée d'un comté voisin. « Chaque élément de preuve physique a été compromis, les témoins contraints, et les officiels en charge de l'affaire sont maintenant sous inculpation fédérale. » La juge examina les conclusions préliminaires du FBI. J'ordonne la libération immédiate de Noah Carter sous la garde de son parent approprié le plus proche. Ce serait Claire Bennett, expliqua Sarah. Eleanor Carter l'a nommée tutrice de Noah dans son testament mis à jour. Le testament qui a mystérieusement disparu après la mort d'Eleanor. De l'autre côté de la ville, James Whittaker suivait une autre piste. Les images de sécurité de la station-service, les enregistrements qui avaient soi-disant un trou la nuit, du meurtre
avait été récupéré par des spécialistes techniques du FBI à partir du serveur de sauvegarde du système. Les images ont été délibérément supprimées du système principal, expliqua la technicienne en diffusant la vidéo récupérée pour Whitaker. Mais la sauvegarde cloud a tout conservé. Les images granuleuses nocturnes montraient l'arrière de la maison Carter depuis l'autre côté de la rue. À 23h43, une berline sombre s'arrêta et 2 silhouettes en sortirent. Frank Reynolds et une femme dont le visage fut brièvement illuminé par la lumière intérieure de la voiture. Patricia Winters. 20 minutes plus tard, la caméra captait l'arrivée d'un autre véhicule, un SUV noir aux vitres teintées. Le conducteur resta à l'intérieur tandis qu'un passager sortait et s'approchait de la maison Carter. L'image était trop sombre et distante pour identifier la personne, mais sa carrure et ses mouvements suggéraient un homme. À 00h17, les images montraient une activité frénétique. Reynolds et Patricia se précipitant hors de la maison, suivis quelques instants plus tard par l'homme non identifié du SUV. Tous trois partirent rapidement dans leurs véhicules respectifs. Whitaker appela immédiatement l'agent Rivera. Il y avait une troisième personne cette nuit-là, quelqu'un qui est arrivé séparément et est parti avec Reynolds et Patricia. Rivera fit le lien. Melissa Pierce vient de nous dire que Michael Donovan était impliqué dans le stratagème financier. Pourrait-il être la troisième personne? Possible, mais la carrure ne correspond pas à Donovan. Cette personne était plus grande, plus large. Pendant qu'il parlait, Noah était libéré du centre de détention pour mineurs. Les journalistes entouraient l'entrée, captant le moment où il sortait dans la lumière du soleil, le bras protecteur de Claire autour de ses épaules. Un photographe s'avança agressivement, bousculant presque Noah. Alors que la sécurité intervenait, le photographe glissa quelque chose dans la poche de Noah. Une petite note. Ce n'est que plus tard, quand ils étaient en sécurité dans l'appartement de Claire, que Noah découvrit le message. Je sais qui était l'homme à la fenêtre. Ce n'était ni Reynolds ni Donovan. Rendez-vous au Riverside Park, 20h. Venez seul ou je ne me montrerai pas. La note était signée. Un ami qui connaît la vérité. Noah fixait le papier, son cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, il se sentait proche de comprendre ce qui était vraiment arrivé à sa mère. Mais une question demeurait. Devait-il faire confiance à ce messager mystérieux, ou était-ce un autre piège tendu par ceux qui lui avaient déjà tant pris? Noah montra la mystérieuse note à Claire et Sarah, qui contactèrent immédiatement l'agent Rivera du FBI. Au lieu d'interdire la rencontre, ils élaborèrent un plan. Noah irait, mais avec des agents en civil à proximité. Ce soir-là au Riverside Park, Noah était assis nerveusement sur un banc tandis que des caméras cachées et des agents surveillaient la zone. À exactement 20h, une silhouette s'approcha. David Jenkins, le conseiller du centre de détention qui s'était lié d'amitié avec Noah. « Je rassemble des preuves depuis ton arrivée », expliqua Jenkins à voix basse. « Je suis, en réalité, un enquêteur d'État infiltré qui examinait la corruption dans la justice pour mineurs. Ce que j'ai découvert était plus grand que quiconque ne l'imaginait. Un enregistrement de Reynolds t'incitant à te souvenir de choses qui ne se sont jamais produites. L'enregistrement fourni par Jenkins devint la dernière pièce qui fit éclater la conspiration. Il révélait Reynolds et Dr. Green construisant méthodiquement un faux récit, implantant des suggestions pendant les entretiens de Noah. Mais la révélation la plus accablante vint quand les experts du FBI récupérèrent des images de sécurité supprimée du système domestique d'Eleanor. Les images montraient Robert Carter lui-même entrant par la porte arrière cette nuit-là, rejoignant Reynolds et Patricia dans la confrontation avec Eleanor. Quand Eleanor menaça de tous les exposer, Reynolds la saisit, mais c'était Robert qui prit le couteau et la fit taire pour toujours. La mise en scène avait été orchestrée par la personne en qui Noah avait le plus confiance après sa mère, son propre père. 5 ans plus tard, le documentaire de James Whitaker, Le garçon qu'ils ont accusé, fit sa première au festival du film de Massachusetts, Sundance. La séquence finale du film montrait Noah Carter, maintenant 15 ans, assis dans le jardin de papillons qu'il avait créé derrière la maison de Claire Bennett. « Les gens me demandent si j'ai trouvé une clôture », dit Noah, sa voix plus profonde mais portant toujours des échos de l'enfant, qui avait enduré l'inimaginable.
Mais une telle chose n'existe pas. Pas vraiment. Le procès de Robert Carter avait révélé toute l'horreur de ce qui s'était passé cette nuit-là. Quand Eleanor avait menacé d'exposer les crimes financiers, Robert avait saisi le couteau de cuisine dans un moment de rage. Reynolds et Patricia avaient aidé à piéger Noah, croyant qu'un enfant recevrait une peine plus légère, tandis qu'il s'en sortirait avec les millions de l'entreprise. Mon père m'a regardé dans les yeux dans cette salle d'audience et a dit qu'il était désolé, continua Noah, comme si cela pouvait effacer ce qu'il m'a pris. Le documentaire se terminait par des images de Noah visitant la tombe de sa mère, déposant une couronne de fleurs en forme de papillon. Le système ne s'est jamais excusé. Les journaux qui m'appelaient un monstre n'ont jamais rétracté leurs histoires. Certaines personnes en ville traversent encore la rue quand elles me voient arriver. Noah regarda directement la caméra, ses yeux reflétant une sagesse bien au-delà de ses années. La vérité n'était pas une question de justice. Il ne s'agissait jamais de découvrir ce qui s'était réellement passé. Il s'agissait de savoir qui avait le pouvoir de raconter l'histoire. Alors que le générique défilait, une dernière statistique apparaissait à l'écran. Sur les 12 officiels impliqués dans le piège tendu à un enfant innocent, seuls 4 avaient reçu des peines plus longues que ce que Noah aurait purgé. La vérité avait été révélée, mais à un prix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à payer.